Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième semaine de formation à l'interprétation de la conduite motrice. Nous sommes toujours dans la première partie sur la sémiotricité et nous allons traiter des problèmes communicationnels avec, comme d'habitude, la question du fonctionnement du sujet d'une part, de la logique interne des activités physiques d'autre part et enfin celle de l'observation. Vous avez pour cette semaine à terminer l'analyse de la logique interne de la balle au capitaine et à faire un travail d'analyse des résultats de l'observation dans ce jeu afin de déterminer des hypothèses de cause en lien avec les fonctions de communication et ces fonctions processus. C'est pourquoi nous faisons ce cours. Nous nous intéresserons donc aux activités sociomotrices avec comme hypothèse principale que ce sont les phénomènes de communication et la résolution de ces problèmes qui sont centraux. En particulier dans les activités collectives avec opposition, les questions de communication au sein de l'équipe et de contre-communication vis-à-vis de l'adversaire conditionnent les problèmes psychosémantiques et décisionnels et plus largement les problèmes psychomoteurs. Si vous prenez la balle au capitaine, les sujets communiquent de différentes manières, classiquement par la voix, les gestes, mais bien plus par les échanges de balles, les déplacements qui font sens pour les partenaires et le déroulement du jeu, et qui doivent surtout ne pas faire signe et être trop facilement compréhensible pour l'adversaire, qui pourra facilement contrer le jeu de l'adversaire. Ici, notre joueuse donne la balle derrière à son partenaire, qui était devant et s'est démarqué, alors qu'au loin, un certain nombre de joueurs étaient potentiellement réceptionneurs. Donc soit cette action résulte d'un schéma tactique, soit elle résulte d'habitudes de fonctionnement liées par exemple à la recherche de soutien, classique dans ces activités. Dans tous les cas, son déplacement était suffisamment signifiant pour dire « donne-moi la balle ». Les adversaires, par contre, doivent mettre en place des stratégies pour limiter les déplacements, créer l'incertitude, empêcher les adversaires d'en créer, et donc changer le rapport d'initiative dans ce domaine. La communication est bien ici le moyen central pour créer l'incertitude chez l'adversaire, cacher ses décisions, et aussi pour coopérer afin de faciliter, bien sûr, la levée de ces incertitudes, s'informer mutuellement, faciliter les décisions, et créer un rapport devenant incertain pour l'adversaire et le plus certain possible pour les partenaires. Elle est aussi un moyen pour coopérer dans les activités où il s'agit d'affronter à plusieurs des problèmes, mais avec une importance moins centrale que précédemment, comme ici en canoë. C'est bien la qualité de la communication entre la mère et son fils qui va déterminer la qualité de la propulsion. Par contre, il est des activités dans lesquelles la communication de sens, d'émotion, de sensation, de réflexion est une fin en soi. Les activités où la communication est à la fois le moyen entre les partenaires danseurs ou comédiens pour produire une fin, une communication aussi en direction des spectateurs. Ce sont toutes les activités d'expression, comme la danse ou le mime, comme ici, voire le cirque dans ses versions les plus modernes. Bien sûr, ces activités n'ont rien à voir avec les précédentes, dans la mesure où l'objectif et le sens sont totalement différents. Où la communication est à la fois avec les partenaires de danse, mais aussi avec les spectateurs, en direction des spectateurs, où le choix des actions motrices s'organise en fonction de cette finalité de communication. Il n'empêche que la compréhension de ces activités et des problèmes à résoudre avec leurs causes fait appel à la question de la communication entre pairs, ce problème profondément humain, cette capacité qui structure notre dimension sociale et les échanges en société. Nous proposons de faire un détour par les théories de la communication pour expliquer ce qui se passe dans ces activités où la communication est centrale, moyen dans un cas, sport collectif, fin dans l'autre, pour approcher les causes des problèmes communicationnels et les dimensions qui fondent la difficulté communicationnelle dans la logique interne des activités physiques. Nous compléterons cette intervention d'aujourd'hui par un InWeCast où nous décrirons plus précisément l'analyse des jeux collectifs sur le pôle de la communication. Donc ici, si nous schématisons classiquement le processus de communication, il y a un émetteur, le porteur de balle, celui qui fait l'appel de balle, celui qui interpelle, qui envoie un message, un récepteur. Ce message passe par un canal, le fil du téléphone, les ondes, ce modèle étant issu de Shannon et des modèles du téléphone, mais ce peut être un canal visuel, un canal auditif, en utilisant un code, comme le Morse, 3 longs, 3 courts, 3 longs pour SOS, et des systèmes codés, et bien sûr le langage. Cela suppose pour l'émetteur d'encoder ce qu'il veut transmettre avec ses moyens à l'aide d'un code, à charge pour le récepteur de décoder le message. Bien sûr, cette émission se boucle en retour pour construire une succession d'échanges,
des dialogues, le récepteur devenant émetteur et vice-versa. Elle peut être perturbée par des bruits qui vont parasiter l'échange, bruits effectifs ou bruits situationnels, impliquant l'impossibilité de bien s'entendre, de bien se comprendre. Seulement, là où ça se complique dans la vraie vie, c'est que le récepteur peut avoir des attentes vis-à-vis de l'émetteur, et donc interpréter les messages en fonction des représentations qu'il a de l'autre vis-à-vis de lui-même, et même encore plus largement en fonction de comment lui se voit dans les yeux de l'autre. L'émetteur a des pressentis sur la façon dont l'autre pourrait bien interpréter son message. Il a aussi des représentations de son interlocuteur qui vont influer sur le contenu du message, et les dialogues vont se faire bien souvent à ce niveau-là de métacommunication, produisant de la communication implicite, voire inconsciente. L'illustration la plus facile est celle de l'approche amoureuse. Le garçon timide qui croise une jeune fille, qui vient s'asseoir sur un banc à côté d'elle, qui incidemment place sa main entre les deux en se disant « on va bien voir comment elle réagit ». La jeune fille approche sa main, la met sur son genou, n'ose plus bouger. Le garçon se dit « ah, peut-être, peut-être ». Puis la fille se recoiffe. Ah, et elle repose plus sa main au même endroit. Là, le garçon il se dit « ça y est, c'est raté, c'est foutu ». Je n'ai plus, hop, il s'écarte. La jeune fille se dit, bah oui, bon, il n'ose pas, quel couillon, je lui avais pourtant bien signifié qu'il pouvait y aller. Ben non, et puis c'est terminé, voilà, il y a eu une rupture de communication parce que l'un pensait que l'autre, et puis parce que l'autre se disait que ceci, cela. Et donc, au bout du compte, chacun va aller raconter son histoire, et chacun va donner une image de l'autre qui va perdurer, et du coup, influencer tous les autres moments de communication de ces personnes avec leurs partenaires. Et toutes ces communications vont dépendre du contexte, ne prennent sens que par rapport à ce dernier qui définit un avant et un après, qui en même temps borne les possibles de la communication et les sens que peuvent prendre ce qui s'y passe. Ici, la relation entre nos danseuses est assez explicite et en même temps assez insolite. Sur une scène ou dans un bar, le sens aurait été différent. De la même façon, à l'étranger, dans une culture où les distances corporelles sont plus courtes que chez nous, où le toucher prend une dimension importante, regardez les différences corporelles entre les anglo-saxons et les latins, entre les cultures maghrébines et occidentales, vous allez vous retrouver dans un contexte gênant, sans doute, mais en tout cas difficilement décodable, conduisant à des incompréhensions majeures entre les cultures. Ainsi, la communication va se dérouler à différents niveaux, avec différents moyens, avec des degrés d'explicitation différents. Le morse, vu tout à l'heure, la relation directe d'un signifiant, le mot avec le signifié, ce qu'il désigne, produit une communication explicite que tout le monde comprend tout de suite. Ainsi, le joueur qui proteste, l'arbitre qui lève le bras, siffle, indique le bord du terrain, et le spectateur qui crie et fait un signe. Pas besoin de traducteur, en tout cas dans une culture donnée, dans laquelle la référence est commune. On a ici une communication explicite de type signe. Mais nous avons vu que ce n'est pas la plus importante, et que d'une part, elle n'est pas forcément intéressante quand il s'agit de créer de l'incertitude, et que d'autre part, dans les activités sémio-cinétiques, activités où il s'agit de produire du sens, de l'expression comme dans la danse, ce n'est pas la liaison signifiant-signifié qui sera la plus riche. Nous avons donc une communication implicite que chacun va interpréter en mettant en relation différents indices, chacun d'eux ne permettant pas de donner le sens de la situation, et faisant appel à des références lui permettant de décoder ce qui se passe. Ainsi, du sport co, quand les joueurs se sont mis d'accord sur des schémas tactiques. Ainsi, de la vidéo dont le thème était l'esclavage. Vous avez des signes de domination, comme la situation debout-assis, avec des signes forts, comme la petite claque. Mais c'est bien l'ensemble qui donne pour le spectateur la compréhension de la situation comme une situation de domination. Mais c'est parce qu'elle fait référence à une histoire et à des codes connus et symbolisés ici. Bien sûr, les danseurs ont déjà construit cette scène, mais ils ont dû faire appel à des mémoires, des idées, des sensations corporelles pour produire ce qui sera des indices à utiliser dans le jeu lui-même et à produire pour le spectateur. Et lors du jeu, ils vont les avoir en mémoire pour retrouver ce qu'il y a à produire en direction de son partenaire et du coup du spectateur. Mais la communication est aussi inconsciente, comme dialogue de deux inconscients au sens freudien, mais aussi comme dialogue de deux inconscients collectifs relevant des archétypes culturels communs à l'humanité, comme le rapport à la mort, le rapport à la vie, à la copulation et à la germination, aux autres, au monde et aux dieux, bien souvent. Mythes racontés, histoires racontées dans des mythes
le mythe de Charon et la rivière des morts, le mythe d'Icare, le mythe de Prométhée. Bien évidemment, ces niveaux de communication se superposent, se contredisent, ou pas d'ailleurs, et construisent finalement une communication complexe et inattendue. Elle est d'autant plus complexe et inattendue qu'elle utilise différents systèmes communicationnels, différents moyens de communication. Le plus évident, le plus facile, mais pas forcément le plus important, bien sûr, les mots, la phrase, ce qu'on appelle la communication verbale, mais aussi la voix, dont l'intonation, l'ancrage corporel la relie au corps. Le langage peut être explicite et implicite référencé. C'est un gentil garçon, n'est pas la même chose que c'est un garçon gentil. L'inversion plus intonation ne dit plus du tout la même chose. Le langage oral, parlé, est ainsi qu'une partie du langage. Je crois qu'on pense qu'il ne représente que 5 à 8% du sens. On a en plus un langage non verbal, corporel, qui repose sur la voix, qui ne vit pas que dans la gorge, mais bien dans tout le corps. La communication est alors non verbale, corporelle bien plus largement. C'est par exemple un dialogue tonique mère-enfant, comme soubassement du socius. Ici, la mère avec son enfant, si vous regardez un peu près, vous allez vous rendre compte qu'en fait, elle bouge exactement en même temps que lui, qu'ils bougent tous les deux, que la qualité de son bras, la qualité de ses mouvements de main, mais aussi son visage qu'on ne voit pas très bien, sont exactement en coopération, en consonance, en résonance avec l'enfant. Il y a ici ce qu'on appelle la construction du socius, la base de la socialisation et de la communication, dirait Vallon. C'est ainsi un ensemble d'imitations, c'est aussi un ensemble d'imitations, de mimiques rythmiques. L'enfant est un rythmo-mimeur, disait Marcel Jousse, un rythmo-mimeur de gestes. Ici, vous avez la mère qui s'approche de l'enfant, qui lui sourit. L'enfant immédiatement répond. C'est bien là que se construit toute la communication de départ. Et c'est une des bases fondamentales que l'adulte a oubliées, mais qui est toujours présente. Regardez cette mimique de la mère et de son enfant. Donc les émotions sur le visage sont fondamentales. Mais nous avons aussi, bien plus largement, l'habillement, la façon de se tenir, l'attitude générale du corps, refermé, grandi, etc. Les émotions sur un visage, comme notre personnel central dans la vidéo, les distances intercorporelles, les façons de se tourner vers les autres. Ici, issu du muet, nous voyons comment le langage corporel pouvait être utilisé. Il y a de l'explicite, bien sûr, mais aussi de l'implicite référencé, puisque nous appartenons à la même culture, voire au même milieu social. Charlot ou Fred Astaire avaient bien compris cela. Mais cette communication corporelle est encore plus profonde. Elle passe par les distances intercorporelles, la façon de s'approcher des autres, de se pencher vers eux. Elle passe par les odeurs, les phéromones. Elle passe plus largement par ce qu'on appelle le rayonnement. Chacun rayonne une chaleur, une lumière autour de lui, énergie que chacun dégage. Dans la vie, il y a ceux qui rayonnent, nous communiquent de l'énergie, comme ici, qui s'étendent au-delà d'eux-mêmes, et ceux qui sont repliés, mornes. Et l'acteur sait jouer de toutes ces palettes, y compris dans sa matérialité corporelle et physique. Là aussi, la dimension inconsciente est de plus en plus présente. Enfin, la communication passe par les déplacements, les distances aux autres, les espaces libres ou investis, la structuration des déplacements, les praxèmes. Ainsi, de cette folie qui s'empare de nos danseuses et qui se lie dans l'espace, la structure des déplacements, leur forme, leur vitesse. Ainsi, des praxèmes en sport collectif, qui sont l'interprétation de l'association d'un signifiant et d'un signifié en situation. C'est la conduite motrice d'un joueur interprété comme un signe dont le signifiant est le comportement observable et le signifié le projet tactique correspondant tel qu'il a été perçu, disait par le bas. Ainsi, d'une séquence de jeu avec déplacement et appel de balle constitue un praxème. Pour le porteur de balle, celui-ci peut signifier « donne-moi la balle » ou bien peut signifier « je libère un espace dans lequel l'autre joueur va pénétrer » ou bien « je vais devoir donner la balle derrière moi ». Nous proposons donc d'élargir cette définition de praxème pour qu'elle devienne pertinente dans toute situation motrice de communication. Le signifié n'est pas que le projet tactique, il est le projet de communication, de sens, en direction d'un public ou d'un partenaire, et il intègre de façon dominante les déplacements et positionnements dans l'espace sur lesquels viennent se greffer les autres communications. Là aussi, ils peuvent être explicites, implicites, référencés, et ils doivent l'être pour tromper
l'adversaire, mais aussi inconscient. Nous pouvons donc maintenant terminer notre schéma des systèmes de la communication en rajoutant les déplacements et les mouvements, la communication praxémique qui complète ce schéma. Revenons maintenant aux fonctions processus qui permettent cette communication. Celle-ci se déroule du plus profond, du plus inconscient, vers le plus explicite, en passant par l'implicite. Et ceci grâce aux différents moyens et systèmes que nous avons présentés précédemment, et grâce aux différentes fonctions que nous allons expliquer maintenant. La première, la fonction d'encodage. C'est celle qui permet donc d'émettre, d'encoder dans son corps et d'émettre en direction de l'autre un message. La deuxième, la fonction de décodage, bien évidemment, celle qui permet au récepteur d'interpréter corporellement mais aussi intellectuellement ce que dit l'autre. Entre les deux, ou plutôt qui leur permet d'être rejoints, une fonction qui pourrait être de transmission, qui est donc la fonction d'accordance. Accord, danse. Accord, danser. Ici, nous avons une fonction qui est au-delà du modèle de communication parce qu'elle permet une communion entre les sujets. Parce qu'elle repose sur la notion d'empathie, cette capacité à ressentir corporellement en soi les émotions et à comprendre l'autre directement sans interprétation, notamment grâce à ce qu'on appelle les neurones miroirs. Cette fonction, nous pouvons l'étudier dans le modèle de la danse. Nous la retrouvons ici avec le rythme qui est commun, avec les mouvements dans l'espace qui sont synchronisés. C'est assez, ou peut-être un peu moins difficile ici qu'ailleurs, puisque nous avons la musique pour nous aider, mais nous la retrouvons bien évidemment aussi dans d'autres activités comme les jeux collectifs. Et le modèle paradigmatique de cette fonction d'accordance me semble être l'acte amoureux, le mystère de la chambre jaune, disent les Chinois. Comment est-il possible, justement, sans un modèle de communication, d'accorder deux corps pour qu'ils arrivent à la jouissance en même temps, à la petite mort, disait Colette. Comment est-ce possible que justement, sans qu'il y ait nécessité d'émettre, sans qu'il y ait une nécessité de décoder, sans que l'intellect intervienne, eh bien deux corps puissent être unis à ce point-là. C'est donc cette fonction d'accordance qui devient centrale. Vous aurez donc compris que la communication, c'est quelque chose de magnifique. Pas simple, d'accord, magnifique. Magnifique aussi d'incompréhension, parce que c'est ça qui produit à nouveau l'envie de chercher à communier avec les autres. Communion qui est le rêve de tout être humain, être profondément compris. Mais chacun sait que le sentiment d'incompréhension est aussi l'apanage de tout être humain. Et cette recherche continuelle de communication résulte soit d'un long travail de construction de références communes et d'automatisation, soit du développement de cette accordance corporelle, d'attention réceptive et accueillante aux autres. Il nous reste maintenant à étudier les traits caractéristiques qui rendent les activités de communication plus ou moins complexes, ou plus exactement à préciser les caractéristiques situationnelles rendant l'activité physique et sportive étudiée plus difficile sur le pôle de la communication. C'est ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo déjà annoncée au début de ce cours, vidéo nécessaire pour répondre à la question d'analyse de la logique interne. Nous étudierons plus spécifiquement les jeux sportifs collectifs, en faisant un détour par les jeux de rôle pour aborder enfin les activités d'expression. Nous vous invitons donc à nous rejoindre sur InWeCast et à vous munir par la même occasion des analyses de jeux déjà proposées sur le MOOC, analyses qui vous permettront de mieux suivre les explications de cet InWeCast. Merci de votre attention.